Vous suivez Au bout du foot avec Malik Edi et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h sur monparisfm.com. Bien le bonsoir à toutes et à tous, 20h35 sur les ondes de Montparis FM, vous êtes dans l'émission Au bout du foot. Léonard ainsi que Jason Linder sont donc à la partie technique et puis à notre chargé de communication, Maëva est bien là justement pour capter tous les bons instants de ce Au bout du foot. Au bout du foot 3 juin 2024, l'occasion pour nous de souhaiter un joyeux anniversaire à Charlotte Hamon du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Un joyeux anniversaire Charlotte et plein de bisous, beaucoup de bonheur pour toi et puis merci de nous suivre. Avec moi ce soir, mes champions sont toujours là. Je vais commencer avec Darius. Salut Darius. Salut Malik, ça va? Est-ce que tu vas bien mon grand? Écoute, je me remets de la maladie donc ça va mieux, ça va mieux. La maladie, c'est quoi? C'est quoi ta maladie? C'était la bronchite mais là ça m'a juste fait le week-end. C'était Arsenal qui était pas champion. Toujours on parle d'Arsenal ici, non, là. J'aime autre chose que le Arsenal. Mais t'es un gueuleur, c'est pour ça. Salut Chakenza. Salut Malik. La forme bien? Oui, ça va bien. T'as passé un bon week-end aussi? Ouais, un bon week-end, tout ça. Avec la finale de la Ligue des Champions et aussi Saint-Étienne aussi qui est remonté en Ligue 1. C'est pour ça que t'es en blanc là? Ouais. Juste pour le Real, c'est bien ça? Ouais. Il y a un mec qui est pas content ici. Salut Alex. Salut Malik, salut à tous. Le fan du Barça que t'es. T'as passé un bon week-end malgré tout ou pas? C'est compliqué en ce moment. N'est-ce pas? Très compliqué. Je sais. Et puis on va remercier notre ami Lucas. Salut Lucas. Salut Malik, ça va? On va te remercier de ta présence. Avec plaisir. La forme? Toujours. Super, bon, les week-ends se ressemblent, le Real gagne, on s'ennuie, mais ça va. Abou, c'est vrai? Salut Abou. Salut, moi j'ai passé un super week-end. C'est-à-dire? À la Madrid et nada más. Tu parles melun espagnol là, pour le coup. Je suis devenu merengue. Mais c'est bien. Et puis notre ami... Mais quel changement d'aussitôt là. Notre ami Elad ne va pas tarder à nous rejoindre dans quelques instants pour ce Au bout du foot. Les amis, vous en avez l'habitude maintenant, désormais. On va basculer tout de suite dans le sommaire. Au menu d'Au bout du foot de ce 3 juin 2024, le 30 secondes chrono. Chaque chroniqueur livre son fait marquant foot en 30 secondes. Le zapping foot, toute l'actualité du foot que vous auriez pu louper avec Lucas. L'actualité au bout du foot, le Real Madrid face au Borussia Dortmund, finale de la Ligue des Champions. Retour sur cette finale. Est-ce le Real Madrid qui a remporté la finale ou le Borussia Dortmund qui l'a perdu? Au bout du foot se prononce. Le dossier Au bout du foot, équipe de France, à quelques jours de l'Euro, entre méforme et manque de rythme. Cette équipe de France est-elle la plus faible depuis 2018? Doit-on être inquiet pour nos Bleus? La question est posée. Quel choix pour quel résultat? Lampard, Pochettino, Allegri, Sampaoli, Laurent Blanc, Genesio. Parmi la liste des coachs libres, lesquels voudriez-vous voir ou revoir en Ligue 1 l'an prochain? Au bout du foot se prononce également. La question au bout du foot Euro 2024. C'est chiant à regarder, mais ça fait gagner, a déclaré Antoine Griezmann. L'équipe de France est-elle ennuyante à regarder? La question est également posée dans votre émission Au bout du foot. Bilan de fin de saison. Quel est le championnat de l'année, le club de l'année, le joueur de l'année? Et quel a été le fait marquant de nos chroniqueurs? Au bout du foot, l'essentiel de tout le foot. Bienvenue. 20h39, bienvenue en effet pour ce Au bout du foot avec nos amis Abou, Darius, Lucas, Alex et Chakenza. Et puis on l'a dit encore une fois, Jason Linder, partie technique. Chers amis, votre 30 secondes chrono respectif, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alex. Sans surprise, je voulais parler de la Decimoquinta du Real Madrid avec un match qu'on a tous vu, je pense, dominé en partie par le Borussia Dortmund, mais une fois de plus, un supplément d'âme, quelque chose qui vient d'ailleurs et une victoire
du Real Madrid avec une tête de Carvajal et Vinicius qui vient plomber et tuer les espoirs du Borussia Dortmund. Voilà, 15e pour le Real Madrid. Je pense que c'est ça le fait marquant de la semaine et de la saison. Et voilà. Merci mon cher Alex, on aura le temps justement de rentrer dans le détail de cette finale dans quelques instants seulement. Shakenza, 30 secondes chrono. Oui, moi 30 secondes chrono, c'est Jude Bellingham, déjà annoncé cette saison du côté de Madrid, qu'il est arrivé, c'est au niveau de son intégration déjà, son acclimatation à cette équipe et tout ça, jouer un peu avec des stars. Après, il a pu sortir son jeu de l'épingle, déjà avec une saison où il a été je crois que l'atout majeur, hormis Vinicius, 23 buts, plus de 12 passes décisives. Ça montre vraiment que c'est un gamin qui peut faire beaucoup et j'ai été vraiment impressionné par ses débuts et tout ça. Merci Shakenza, là-dessus je pense qu'on est tous unanimes, hein, d'autant que au niveau même si c'est vrai qu'il n'a pas fait une très grande finale, une très belle fin de saison, malgré tout il reste un joueur avec des qualités certaines. 30 secondes chrono pour toi mon cher Darius. Alors, on va pas changer une équipe qui gagne. Je vais encore parler de Premier League à mon habitude. Je vais vous parler de Enzo Maresca, le nouvel entraîneur de Chelsea qui a été annoncé tout à l'heure. Il sort d'une très bonne saison avec Leicester. C'est voilà, tout simplement les vainqueurs du Championship. Pour sa première saison en tant qu'entraîneur, c'est quand même pas mal. Même si il est passé par Parme, mais on va pas compter ce passage désastreux. C'était un adjoint de Guardiola quand ils ont gagné le triplé. Et mine de rien, c'est un peu la mode en Premier League de prendre des anciens adjoints de Guardiola pour en faire des entraîneurs. On a vu que ça a super bien marché avec Arteta. Donc, qui sait, peut-être que ça marchera avec Enzo Maresca à Chelsea. Alors les amis, est-ce que vous le connaissez cet entraîneur principalement? C'est vrai qu'on vient d'avoir à peine la nouvelle, hein. On aura le temps de le voir en Première Ligue la saison prochaine. Mais je pense que Darius nous a planté quand même le décor. On est tous curieux, j'imagine. Enfin, pour l'instant, on peut que être curieux en fait. On est curieux. Après, moi, j'ai aucun doute sur les qualités de ce coach-là, mais je sais pas si Chelsea c'est le bon endroit pour aller se relancer. C'est un club, on a l'impression qu'il est en reconstruction année après année depuis maintenant 3-4 ans. Donc un coach qui débute entre guillemets, qu'on envoie dans ce marasme-là, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses à faire pour lui, mais il va peut-être nous surprendre, agréablement nous surprendre. Et réussir à s'imposer là-bas, mais en tout cas moi ça me rassure pas, ni pour lui ni pour le club. En tout cas Chelsea avec un effectif assez pléthorique, hein, va falloir dégraisser énormément, parce que je sais pas comment on peut mener des séances d'entraînement dans ces conditions-là, mais bon, wait and see. On continue ce 30 secondes chrono avec Abou cette fois-ci. Ouais, moi je voulais parler de notre cher et tendre ami Rachid Zeroual qui a accordé une tribune à la Provence dans laquelle, je cite, il dit « Si cela se passe encore mal, cela pètera encore en septembre ». Donc voilà, Rachid Zeroual, toujours le bon vieux Rachid dans les menaces, dans les sobriquets, qui a insulté Macourt, qui a insulté Longoria, qui est favorable à l'arrivée des Saoudiens. Donc voilà, Rachid, tu nous emmerdes, Rachid, tu nous fatigues, Rachid, tu nous saoules. Rachid, on espère vite que tu quitteras l'Olympique de Marseille, parce que finalement c'est toi le président de ce club-là, donc on espère que tu quitteras le club et que tu iras loin. Et je vais finir avec ça, j'espère que les pouvoirs politiques prendront des décisions fortes et réussiront à écarter cette personne de ce club-là, pour pas dire autre chose. Bon, Rachid Zeroual, en l'occurrence, c'est un fervent supporter, hein, je sais pas, qui appartient, je pense, à une association justement au niveau de l'Olympique de Marseille et qui a un poids assez énorme au niveau donc de ces supporters-là. Rachid Zeroual, c'est bien ça? Rachid Zeroual, c'est celui qui a fait partir Didier Deschamps de l'Olympique de Marseille. C'est lui. Enfin, moi je sais pas, t'as des infos là-dessus? Moi j'ai des infos là-dessus. C'est celui qui fait la pluie et le beau temps dans le sud de la France. Donc moi j'ai pas peur de le dire. De toute façon, je sais qu'il écoute pas mon Paris FM, sinon j'aurais peut-être un peu plus peur. Mais voilà, Rachid il nous fatigue et je pense que c'est l'avis partagé de la plupart des supporters, des vrais supporters marseillais. 30 secondes chrono pour toi, mon cher Lucas. Oui, aujourd'hui, dans mon 30 secondes chrono, je voulais te parler de l'Allemagne, avec une polémique qui secoue le pays. Puisque dans le cadre d'un documentaire sur l'évolution de l'équipe, qui sortira le 5 juin, la chaîne de télévision WDR a posé la question « Faut-il plus de joueurs blancs en sélection ?» Et 21% des sondés ont répondu oui. Invité à réagir, Joshua Kimmich avait la meilleure réponse. Il a dit « Je pense que c'est absolument raciste. Il n'y a pas de place pour ça du tout. Si l'on pense au fait que nous sommes sur le point d'avoir un championnat d'Europe à domicile, alors je trouve absurde de poser une telle question parce que pour nous, il s'agit d'unir un pays. » Nagelsmann a été dans son sens. Il a dit « Je ne veux plus jamais lire d'enquête aussi merdique. » On espère que ça ne va pas inspirer la presse française d'utiliser CNews parce que c'est vraiment trop. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Alex? Franchement, là, je pense qu'il n'y a rien à dire. Hein. C'est une dinguerie ce qu'ils ont dit là. Bien sûr que c'est raciste et les meilleurs jouent, point c'est tout. T'es né en Allemagne, t'as des parents allemands et tu peux représenter l'équipe d'Allemagne, tu joues si t'es bon, que tu sois blanc, noir, arabe, tout ce que tu veux. Donc voilà, il n'y a rien de plus à rajouter. Darius? Je trouve ça tellement étonnant.
pourquoi mêler ces questions-là au football? Enfin, c'est ça la beauté du football, c'est finalement de réunir des gens et peut-être que d'anciens racistes ont arrêté d'être racistes parce qu'ils ont vu que tout simplement la couleur ça voulait rien dire et qu'on pouvait tous être unis sous un pays. Et c'est dommage de relancer des questions sur ça dans un endroit où ça n'a absolument pas sa place, donc ça fait de la peine. Parce que quand Rudiger va marquer, les 21%, ils vont fermer leur bouche, je pense. Mais ce qui est choquant, c'est que ça se passe en Allemagne où finalement dans l'équipe, il n'y a pas plus de joueurs typés que ça dans le 11 de l'Allemagne, quoi. Je sais pas, si c'était pour l'équipe de France, quelle question ils auraient pu... Enfin, moi, je suis dépassé. Il y a peut-être 2-3 joueurs typés en Allemagne. Pour en arriver à poser cette question-là, c'est qu'en fait, tu veux carrément blanchir le truc sans mauvais jeu de mots. Tu veux, en fait, t'en veux plus du tout, quoi. C'est même pas qu'il y en a trop, c'est que j'en veux pas. Moi, je pense que ça arrive en même temps que tous les autres problèmes en Allemagne par rapport à la politique et par rapport aux montées de l'extrême droite, etc. Moins que vraiment par rapport cela dit, il y a une montée de l'extrême droite partout en Europe en ce moment. Donc peut-être que ceci explique aussi cela. C'est vrai, et ça fait peur. Ouais, c'est vrai que ça craint, comme on le dit. Mais après, il n'y a pas que les joueurs noirs aussi, quand on veut regarder. Il veut parler aussi des métis, parce que les Jamal Moussela et tout ça, que ce soit Laura Sané, Serge Gnabry aussi, c'est des joueurs de couleur, au fait. Il n'y a pas que des joueurs typiquement noirs. Ça veut dire quoi, des joueurs de couleur? C'est des joueurs noirs. Ouais, en fait, c'est l'expression, mais déjà, de couleur, ça veut dire quoi? Non, déjà, c'est l'expression par laquelle on nous appelle. Moi, je suis noir. Oui, mais moi-même, je suis noir, mais c'est l'expression qu'ils utilisent, au fait, les racistes. Il ne faut pas l'employer. Toi, tu es noir, c'est tout. Ah, d'accord. Désolé, mais c'est comme ça. Ça veut rien dire. C'est ce qu'ils disent, au fait. Personne de couleur, c'est tellement bête comme expression. Oui, tout le temps, ils disent ça, ouais. Et en Allemagne, c'est un pays aussi qui est vraiment... Là-bas, il y a trop de racistes, donc je crois que ça va être difficile vraiment, mais on espère pour la beauté du football qu'ils vont pouvoir passer ce cap et tout ça. Parce que le football, c'est un sport qui est apolitique. Donc, durant lequel... Qui est censé être apolitique. Oui, mais qui est apolitique dans les textes de la FIFA, qui est apolitique. Donc, toute ingérence politique, la fédération allemande peut être suspendue pour ça. Disons jusqu'à même à 3 ans. Donc, là, c'est un documentaire qui sortira le 5 juin. Et du coup, c'est dans le cadre de documentaire qu'ils ont posé ça. Peut-être qu'on en saura plus quand le documentaire il sera sorti. Ce documentaire, il passera sur quelle chaîne? Ouais, sur la chaîne WNB. Que j'ai cité. Ok. On verra bien. Un peu, ouais. Qui c'est qui est curieux de regarder ce documentaire? Moi, je ne regarderai pas. Et ça passerait. Le documentaire, il passera quand? Oui, déjà, j'ai le 5 juin. Après-demain. Ça aura un documentaire en Allemagne. À part si Léo, il me fait le plaisir de traduire ce qu'ils disent là-bas. Non, peut-être que ce sera sous-titré. On ne sait jamais. Alors, on va saluer la présence de notre ami Eladj. Salut Eladj. Buenos dias. Ouais, c'est ça. Oh là. Mon Dieu. Mon Dieu. Ça nous manquait, hein. Ça nous manquait. Bon, en même temps, c'est vrai qu'Abou aussi a fait pareil. Hein. Ça y est, vous êtes espagnol maintenant, les mecs? Non, pas spécialement. Qu'est-ce qui se passe? Juste comme ça. Bon, ton 30 secondes chrono. J'espère que ça n'a pas été dit. Sinon, on t'arrête. Ah ouais, Allez, 30 secondes chrono, Eladj. Bah, moi, je vais parler de Kylian Mbappé. Hein. Bah, vas-y alors. L'officialisation de Kylian Mbappé qui a été fait. Et là, Mbappé qui a mis des photos à l'ancienne quand il était avec CR7 et quand il était avec l'écusson tout simplement du meilleur club del mundo qui est le Real Madrid. Et il l'a bien dit, il l'a si bien dit, un rêve d'enfant qui se réalise. Vous ne pouvez même pas savoir à quel point je suis excité de relever ce challenge. Du coup, moi, je suis tout autant excité. J'en perds mes mots même, mais voilà. Mais en tout cas, j'en suis j'en suis excité aussi également et j'espère réellement qui va nous faire une très très belle saison. Au point de perdre même ton latin, quoi. Exactement. C'est un truc de malade. Bah, le site, il a bugué. Pour te dire, tout le site, tout a bloqué. Oh, mais tu sais, ça aussi, on peut faire exprès des fois. Hein. On peut bugger le site. Ça peut arriver aussi. Hein, moi-même, je suis allé dessus, j'arrivais pas à... Je te dis, c'était compliqué. Par contre, ça aussi, c'est un très beau sujet, ce qu'il a évoqué, la venue de Kylian Mbappé au Real. Justement, on va s'attarder un peu là-dessus. Est-ce que vraiment, ça ne va pas créer peut-être des soucis dans le vestiaire? Vu le goal de Kylian Mbappé, comme on le disait tout à l'heure. Mais il a le droit de s'interroger, Eladj. Comme on le disait tout à l'heure en coulisses. Qu'est-ce qu'il y a? T'as chaud, Malik? Il y a de la buée sur tes... Non, mais j'ai chaud. J'ai demandé à ce qu'on me mette la clim, mais bon, j'ai pas été entendu. Parce qu'il y a un fait vraiment à relayer. Monsieur le directeur, on n'a pas de clim dans le studio. Il y a un fait à relayer que Kylian, tu le saches, qu'au Real, aucun joueur n'est au-dessus du club, en fait. C'est une institution. C'est pas comme PSG où voilà, il venait quand il veut, il se la coulait comme il douce. C'est lui qui dirigeait tout. Il avait même le président dans sa poche. Au Real, c'est différent. C'est une institution, il y a des règles auxquelles plutôt il doit se conformer. Et s'il ne se conforme pas aux règles, il sera sous la touche.
Comme on l'a vu avec d'autres stars. Justement. Par exemple, comme Kaka, ça a été un échec typique à Madrid. Mais c'est pas pour ça, Kaka. Non, mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas pour les mêmes raisons, mais pour diverses raisons. Après, on a vu le cas d'Eden Hazard, c'est pas pour la gestion du vestiaire, mais au Real de Madrid, s'il arrive. Eden Hazard, il arrive à Madrid quand il est en bout de course déjà. Oui, mais déjà pour Kylian Mbappé, il faudra quand il arrive, qu'il arrive avec un moral très haut. Parce que là, il y a des gamins qui sont installés, comme Vinicius et Rodrigo et tout ça, qui sont en pleine confiance. Donc déjà, c'est à lui de chercher sa place. Quoi qu'il arrive, même s'il y aurait un mix et tout ça, ça serait une attaque. Mais quand tu arrives d'un club d'investir comme le Real de Madrid, tu dois prouver, comme Bellingham l'a fait, comme les autres l'ont fait, pour être au même piédestal que les autres. Moi, je comprends même pas comment il peut y avoir un doute à ce niveau-là quand on connaît l'intelligence du garçon. C'est un joueur qui va s'adapter parfaitement au Real Madrid et je pense sincèrement qu'on aime ou qu'on n'aime pas Kylian Mbappé, en tant que Français on doit se réjouir de cette nouvelle-là. On a le plus grand talent français actuel sur la scène européenne qui va jouer dans le plus grand club du monde. C'est juste incroyable, c'est juste exceptionnel et on doit tous s'en ravir, c'est formidable. Mais tu peux comprendre quand même qu'un supporter parisien soit quand même déçu d'une certaine façon. C'est assez légitime quand même. Ton meilleur joueur qui part. Il leur a donné 7 ans d'amour. La plupart sont plutôt soulagés. Il leur a donné 7 ans, ça s'est mal passé. Attendez, pas tous ensemble. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que comme elle a déjà dit, Mbappé a dit je rejoins mon club de cœur. Son vrai club de cœur, c'est le Real. C'est là qu'il voulait aller. Tout le monde. Milan, son club de cœur. Aussi. Il en a beaucoup, c'est vrai. Et Paris, c'est son club de quoi? De naissance? C'est le club de sa région, de sa ville. Ça montre surtout que sa prolongation en 2022, elle était forcée. Il y a eu des intérêts politiques. Dire Macron qui intervient là-dedans, c'était vraiment trop, je pense, trop de pression sur un gamin de 24 ans. Et Nicolas là, il va. aussi. Voilà, aussi. Et là, ça va. Il va pouvoir montrer de quel bois il se chauffe. Et dans une grande équipe, il faudra s'habituer à tout ça, comme l'a dit Cheikh Enza. Mais j'ai pas de doute pour lui. Mais est-ce que l'arrivée, sportivement parlant, l'arrivée de Mbappé ne va pas peut-être déséquilibrer cette équipe de Madrid, Darius? Moi, je pense un petit peu quand même. On sait que Mbappé, son poste de prédilection, c'est quand même l'aile gauche. Même si il a tendance à revenir au centre et tout, pour démarrer ses courses et balle au pied, on sait qu'il préfère d'être sur le côté gauche. Et je connais un qui va pas être content de voir sa place se faire prendre sa place. On sait qu'il pleure un peu beaucoup en plus, ce mec, Vinicius. Donc moi, je me demande si ça va pas créer des problèmes dans le vestiaire. Et si Mbappé commence en pointe, je sais pas si ça va aussi bien se passer sur le terrain que ce qu'on pense. Je vois des grands noms là sur le visage, mais en vrai, faut se poser la question. Mbappé en pointe au PSG, c'était quand même pas terrible. Et on va pas avoir deux attaquants gauche, donc voilà. Franchement, ton sentiment là-dessus? Mon sentiment, il est très net et très clair. En fait, je vois beaucoup. En fait, ça, c'est typiquement français, tu vois, le pessimisme à fond, tu vois. On entend depuis tout à l'heure. Faut arrêter 2 secondes. Excuse-nous de réfléchir un peu. Non, c'est pas question de réfléchir. À partir du moment où tu vois juste Carlo Ancelotti, qui est le meilleur coach. L'un des meilleurs coachs du monde, en tout cas pour certains. Et même. T'as beaucoup de chance, Stéphane n'est pas là ce soir. Carlo Ancelotti, j'aurais aimé qu'il soit là, justement. Mais bon. Carlo Ancelotti, comment tu vois sa gestion avec n'importe quelle star et qui avait annoncé déjà, il y avait un moment avec Kylian Mbappé qui vienne ou pas en 2022 et c'était pas encore acté. À ce moment-là, il avait donné son accord au Real Madrid. Il avait dit que même si Kylian Mbappé vient, il ne jouera pas à gauche parce que Vinicius sera toujours à gauche. Maintenant, on a vu dans quel système il joue. On a vu que Rodrigo et Vinicius, même durant la finale, ils ont alterné pas mal de fois. Oui. Pas mal de fois. Vinicius lui-même, il disait que ça le dérangeait pas tant qu'il joue. Ça le dérange pas de jouer n'importe où. Maintenant, faut arrêter de dire oui, Kylian Mbappé, il arrive pas à jouer à gauche là. Il n'arrivait pas à jouer avant-centre au PSG avec des milieux de terrain comme qui? Comme Fabien Ruiz qui ne savent pas donner un ballon. Là, on parle de magiciens au milieu de terrain. Même si on a perdu Kroos, on sait qu'il y a des magiciens encore au milieu de terrain. Que ça soit Modric, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, on sait qu'il y a encore des grands talents au milieu de terrain qui vont savoir le servir en temps et en heure et au bon endroit. Franchement, faut arrêter 2 secondes. Moi, je pense que. Ouais, mais cela dit, au Real Madrid, ça joue ensemble en fait. Ça mais monte exactement, ensemble. Ça joue ensemble. Ça descend ensemble. Ça va Est-ce que Mbappé, le joueur justement qui aime faire ses replis défensifs là, franchement? Mais bien sûr, on sait qu'il peut le faire. Il va se mettre au pas. Il arrive dans le plus grand. Donc il est capable de se mettre au pas. Il sait même pas qu'il est capable. Il va se. Non, moi je pose des questions. Oui, c'est sûr qu'il est capable. Qu'il le veuille ou non, il va se Vinicius, moi je vous dis même, Vinicius sera en train de marcher et Mbappé sera en train de courir. Vous verrez, la première saison en tout cas du moins, vous verrez. La première saison. Du moins, au moins la première saison. Le temps. Et quand on parle d'entente dans le vestiaire, le premier joueur du Real, je crois qu'il a félicité, c'est Rodrigo. Pourtant, c'est celui qui a la place la plus menacée parce que s'il y en a un des deux qui doit sauter entre Vini et Rodrigo, ce sera sûrement Rodrigo. Mais le gars l'a félicité, ils sont tous contents de la non, arrêtez. Mais si, moi je suis le plus gros naïf du plateau, mais ça fait un moment qu'ils sont là ensemble. Mais bien sûr, ça fait un moment qu'ils font la promotion. Maëva l'a dit quand vous criez, elle a du mal à capter les images. D'accord, bon, ça fait un moment,
elle sait qu'il faut qu'elle s'arrête sur moi, c'est le plus important, n'est-ce pas? Mais ça fait un moment que la promotion Vinicius et Rodrigo la font. Ça fait un moment, ça fait des années. On leur demande en interview directement, ils disent nous, on kifferait qu'Mbappé vienne. Et c'est pas question. là, pourtant, ils venaient de dire non au Real Madrid. Ils se sont retrouvés ensemble aux États-Unis. Bah oui, en vacances. Non, mais faut arrêter 2 secondes. Que tout est Faut arrêter Alors, 2 secondes. si je peux me permettre, la question. On aura le temps de parler chacun. Chacun d'abord, après Darius. Ouais, moi, je pense que le départ l'arrivée de Kylian Pinto, ça fait déjà l'unanimité au sein du vestiaire. C'est-à-dire que les joueurs, ils le veulent depuis un certain temps, que ce soit Vini, que ce soit Rodrigo, même Bellingham. On sent au vestiaire que ça parle un peu de l'avenue de Kylian Mbappé parce que c'est une superstar. Mais Kylian Mbappé, il y a un truc, quand il arrive au Real, il faudrait qu'il sache déjà qu'il arrive d'un club qui a un statut énorme. Et quand mais il le sait, tout ça, il le sait, chez Kenza, il le sait. Le gars, il le sait, mais il va le vivre. Il change pas du jour au lendemain. Tu le sais, il est déjà hyper intelligent, il sait déjà faire la part des choses. C'est un garçon qui est mature, qui l'a déjà prouvé plusieurs fois, même à travers ses interventions et tout ça. On sait déjà à quel genre de personnalité on a. Moi, je parle pas de l'attitude du joueur, mais la personnalité, j'aime bien. Parce que l'attitude d'Mbappé, par moments, c'est un peu désagréable. Mais en tant que personne humaine, voilà, il a beaucoup de qualités. C'est ça qu'il faut ressortir. Et c'est ce qui aussi peut être aussi un atout pour son intégration. Parce qu'investir comme le Real, quand tu arrives déjà, tu sens que vraiment c'est une famille, au fait. Il y a cette communion et tout ça. Donc, il faudrait aussi qu'ils soient au niveau. Il faudrait aussi qu'ils se mettent aussi dans ce lot-là pour pouvoir faire une grande carrière. Darius. Si je peux me permettre, la question à la base, c'était si sportivement ça allait mal se passer. Ouais. Et je pense que c'est indéniable, il va s'adapter. Enfin, c'est quand même un des plus grands joueurs de foot là au monde. Il a l'intelligence, il a le niveau pour s'adapter. Moi, je pense que sur le terrain, ça risque de créer des confusions au début avec voilà, le rôle de chacun, la place de Vinicius, la place de Rodrigo, la place de Mbappé. Je dis pas que ça va prendre toute une saison pour se régler. Je pense que Bellingham va descendre d'un cran. C'est sûr qu'il va descendre d'un cran. C'est sûr. Ouais, non, c'est ça, c'est pas la question. Je pense qu'au début, il va falloir un petit temps d'adaptation pour que chacun comprenne sa place, pour que le système s'adapte à l'arrivée. Ça devrait le faire quand même. Oui, ça devrait le faire, mais c'est sûr que ça va prendre un temps d'adaptation. Et Mbappé, il va pas arriver et s'installer comme Bellingham a pu le faire, où il va être instantanément à sa place dans un système qui convient parfaitement à tout le monde. Je pense que ça va demander du temps. Mais après, en termes de mental, en termes de tout, de leadership. 3 ans. 3 ans que Carlo Ancelotti pense à ça. 3 ans. Et là, tu penses qu'il a déjà prévu le système? Bien sûr qu'il a déjà prévu depuis 2022. Mais il l'a déjà prévu, ça fait un moment. Mbappé, faut qu'il incorpore. Et Vinicius, faut qu'il incorpore aussi. Ils discutent entre eux. Ça fait un moment qu'ils discutent déjà. C'est ça que vous comprenez pas. C'est pour ça qu'il n'a plus la tête au PSG. Et sa dernière saison, il avait déjà la tête au Real. Comment je vais m'adapter au système? Comment je vais jouer? Il discutait avec Carlo. Le soir, il appelait Florentino Pérez. Il disait oui, papa. Mais les gars, Et là, je pense que je suis pas aussi pessimiste que tu penses que je suis. Papier. Je suis pas aussi pessimiste que tu penses que je suis, mais je pense qu'il va falloir quand même un petit temps d'adaptation et il y aura un peu de confusion quand même. Ça, je pense vraiment. Merci les amis. On va basculer maintenant avec notre ami Lucas, le Zapping Foot. Oui, Malik, aujourd'hui, je voudrais faire appel à ta mémoire. Rappelle-toi, aux Jeux Olympiques de Tokyo, en 2021, l'équipe de France de Sylvain Ripoll se fait sortir dès le premier tour. Menée par ses illustres leaders Florian Thauvin, André-Pierre Gignac et TJ Savanier, l'équipe de France était notamment faite humilier par le Mexique 4-1 et par le Japon 4-0. Il faut dire que cette sélection, qui comprenait des joueurs comme Clément Michelin, aujourd'hui à Bordeaux, ou Anthony Cassi, qui évolue désormais à Mayence, ressemblait plus à une équipe de milieu de tableau de Ligue 1 qu'à une sélection nationale. À l'aube des JO de Paris, la fédération est donc dans tous ses états. Un tel fiasco ne doit pas se répéter. L'équipe de France doit être la plus compétitive possible. C'est ainsi que, depuis plusieurs semaines, Thierry Henry se démène pour convaincre les clubs de toute l'Europe de laisser leurs joueurs à la disposition de l'équipe de France pour les JO. Rappelons que, le tournoi olympique n'étant pas reconnu par la FIFA, les clubs n'ont aucune obligation de libérer leurs joueurs. Et c'est bien là le problème. Qui sélectionner ? Kylian Mbappé ? Antoine Griezmann ? Au sujet des 2 stars de l'équipe de France, Thierry Henry a déclaré aujourd'hui « Je dois donner une liste assez réelle. Je ne vais pas commencer à faire des choses qui ne sont pas dans le réel. Il faut être un peu plus dans la réalité du moment pour que les joueurs puissent se préparer. Tu ne fermes la porte à personne. Pour Mbappé, les personnes que j'ai eues au Real Madrid ont été très directes. Pas de Mbappé, donc, ni de Griezmann. Pas non plus de Saliba, Hernandez, Camavinga ou Giroud. Aucun des joueurs sélectionnés pour l'Euro ne devrait participer aux Jeux Olympiques. Thierry Henry a bien appelé les jeunes parisiens Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, mais il y a fort à parier que le sélectionneur pense à eux lorsqu'il laisse entendre que la liste va changer d'ici le 3 juillet, date à laquelle la liste définitive sera transmise à la FIFA. Sans surprise, les négociations avec les clubs ont été laborieuses.
Thierry Henry voulait sélectionner Malo Gusto et Benoît Badiachil, cadre de la sélection espoir. Chelsea lui a répondu « Non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez avoir que Ogo Chukwu ». Maigre lot de consolation pour le sélectionneur qui pourra tout de même compter sur une équipe très compétitive. Entre Lucas Chevalier, Lenny Yoro, Castello Luqueba, Désiré Doué, Michael Olysée ou encore Matistel, ce sont certains des plus grands espoirs du foot hexagonal qui défendront les couleurs de la France au JO de Paris. Et qu'on se le dise, si cette sélection n'est pas celle espérée par les amoureux de l'équipe de France, elle n'a rien à voir avec celle qui s'était faite écraser à Tokyo. Tout aurait pu en rester là, mais il a fallu que les politiques s'en mêlent. Alors après qu'Emmanuel Macron ait tenté de s'immiscer dans les négociations concernant Mbappé, 4 députés du groupe Les Républicains ont déposé un projet de loi visant à obliger les clubs français à libérer leurs joueurs pour les Jeux Olympiques. Une loi qui s'inspire de la législation espagnole qui oblige depuis 2013 les clubs ibériques à libérer leurs joueurs pour la sélection nationale, quelle que soit la compétition. Si la démarche a peu de chances d'aboutir, il est rassurant de constater qu'en période électorale, les représentants du peuple gardent le sens des priorités. Pour le reste, on compte sur les jeunes troupes du général Lacazette pour ramener la meilleure d'or, ce qui serait une première depuis 1984. Quel est votre sentiment justement sur cette sélection de Thierry Henry, les amis? Je pense que vous avez tous suivi l'actualité. On a entre autres Lacazette qui arrive dans cette équipe. On a des joueurs comme Olysée, on a des joueurs comme Mateta qui arrivent. Quel est votre sentiment? Eli Wahi qui n'est pas là. Qui d'autre encore Cherki. en absence? Cherki aussi qui n'est pas là. Les absences majeures. Quel est votre sentiment par rapport à cette liste? Sachant qu'elle est provisoire. Moi, je la trouve très, très cool. Franchement, il y a des bons noms. Il faut voir qui va être lâché et tout. Mais je trouve qu'à chaque ligne, on a un gros nom qui ressort. On a Lucas Chevalier, on a Lenny Yoro, on a Désiré Doué, qui fait une super saison que moi j'aime beaucoup personnellement. En attaque, comme tu as dit, tu as Mateta, Olysée. Franchement, Lacazette. Oui, Lacazette aussi. On a l'habitude de voir sous un maillot de l'équipe de France. Franchement, s'ils viennent tous, c'est un super groupe. Il y a moyen que ce soit très drôle et ils partent avec des bonnes chances de gagner l'or. Donc pourquoi pas, moi j'aime bien. Non, c'est les JO, c'est pas le problème. L'or. La médaille d'or. Alors, t'as dit, ok, autant pour moi. Ce qui est triste, c'est qu'ils ne viendront pas tous. Enfin, Lille a assuré que ces 3 joueurs ne partiront pas, qu'ils ont un tour préliminaire de Ligue des Champions, que c'est beaucoup plus important qu'une quelconque médaille d'or, donc ça ne partira pas. Le PSG, Nasser, il n'est pas chaud pour libérer Barcola, et il a fait une jolie liste, il a pris des beaux noms. C'est bien, ça nous fait rêver là sur le moment, mais ils ne viendront pas tous, ça c'est sûr. Lucas Chevalier, pareil pour Lille, qui viendra sûrement pas. Après, Mateta, c'est une très bonne chose pour lui, qui fait une très très belle deuxième partie de saison à Crystal Palace. Olysée aussi, c'est très très bien pour lui qu'il vienne. Mais Olysée, il faut vite le prendre. Il a quand même 4 nationalités, le garçon. Il faut faire vite. Non, il y a des joueurs absents, mais je pense que cette liste va être remodelée d'ici le 4 juillet, qu'on aura d'autres arrivées. Il y a Quentin Merlin qui peut prétendre à la liste, qui n'a pas été appelé cette fois-ci. Ryan Cherki, je sais que Lyon aussi. Marseille a refusé ou il n'a pas du tout été approché? J'ai pas l'info là-dessus. J'ai pas l'info là-dessus, mais c'est vrai que c'est étonnant qu'il soit pas appelé quand même Quentin Merlin, même si c'est pas le plus fort. Je pense qu'il avait sa place dans cette liste-là. Faut voir la liste au 4 juillet, mais pour l'instant, moi, je vous mens pas, je suis assez sceptique parce que j'ai l'impression que le 3/4 des joueurs cités, en fait, les présidents, ils ont été clairs là-dessus. On libérera pas nos joueurs. On a des échéances importantes en août. Ouais. Alex? Ouais, en fait, tout comme a dit Abou, comme ça, la liste, elle fait rêver. Il y a des gros noms sur toutes les lignes, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on savait depuis quand même assez longtemps, que les clubs, ils ont des enjeux bien plus importants que les Jeux Olympiques à Paris. Donc au final, on va se retrouver avec des noms un peu en dessous, mais quand même avec une équipe compétitive, parce que finalement, je pense que des joueurs comme Manu Koné ou même Matistel, ils pourraient être libérés. Ça fait quand même des bons joueurs, donc on a quand même un gros réservoir en France. Donc même si c'est pas la liste d'origine qui vient, on aura quand même droit à des bons joueurs. Donc finalement, je m'inquiète pas tant que ça. Est-ce que l'idée même serait pas de faire en sorte que les JO soient une date FIFA en définitive? Non, c'est pas un sport olympique. C'est pas un sport olympique. Ça devrait être le futsal ou quelque chose comme ça, ou le beach soccer, mais pas le football. Dans ce cas, il fallait pas intégrer le foot. Alors, parce que quand je regarde un peu, j'ai l'impression que ça crée plus de problèmes, que ce soit pour le sélectionneur, pour les clubs. On voit les politiques qui se mêlent justement dans ce sujet-là. Est-ce que finalement c'est la solution? En plus, les politiques, de cette façon-là. Les politiques, ils n'ont pas non plus un pouvoir énorme dessus, parce qu'en fait, c'est des enjeux qui sont surtout économiques. Le texte de loi, Lucas l'évoquait, en Espagne, pour les clubs français. En Espagne, c'est déjà le cas. Tu vois, c'est problématique comme situation. Il y a une autre chose aussi qui m'étonne, c'est que je crois qu'il a pris que 2 joueurs de plus de 23 ans.
alors qu'il pouvait se permettre d'en prendre 3. Il a pris Lacazette et Mateta, alors qu'il pouvait se permettre d'en prendre 3. Un petit Raphaël Varane, ça aurait fait plaisir. Je pense que Varane est fatigué. Juste il aurait pu prendre Benzema ou un autre. Benzema, non, Deschamps, il serait pas d'accord. Pas Benzema, mais Lloris, Giroud. En tout cas, il aurait pu prendre un troisième joueur de plus de 20 ans. Mais il a dit qu'il va le prendre. Moi, je pense juste que c'est en cours. Il a dit qu'il allait le prendre et qu'il allait annoncer. Parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont en train de changer de club aussi, signature de contrat et tout ça. Il faut voir la liste au 4 juillet. Je pense que le vrai débat, il sera le 5 juillet. C'est le 3 juillet prochain. Le 4, on aura la vraie liste et c'est là où je pense qu'il pourra avoir des... Et quid de Cherki et d'Eli Wahi qui sont même pas dans cette liste pour l'instant en tout cas? Moi je pense qu'ils remplaceront les absents parisiens et lillois parce que autant je pense qu'il y aura quand même pas tant de joueurs que ça qui vont finalement pas être sur la liste, mais je pense que les lillois et les parisiens c'est vraiment les joueurs qui risquent de sauter par rapport aux échéances des clubs cités. Cherki c'est un peu surprenant, mais Wahi ça me surprend moins parce qu'il fait quand même une mauvaise saison Wahi, alors que Cherki même s'il avait mal commencé, il a fait des bonnes rentrées en deuxième partie de saison, bien managé par Pierre Sage, donc il aurait eu selon moi sa place. Après, Wahi, franchement, ça me surprend pas. Et toi, Jacques Enza? Oui, concernant les grands noms, pour moi, il n'y a pas de grands noms, il n'y a que des bons noms. C'est-à-dire, il y a des joueurs vraiment... Non, par rapport à Eli Wahi et Cherki Eli notamment. Wahi et Cherki, oui, Eli Wahi, je suis du même avis que lui. Eli Wahi, vraiment, cette saison, c'est pas un homme, c'est pas stratosphérique. Ça. Concernant les stats et tout ça, même dans le jeu, c'est pas l'Eli Wahi qu'on a vu la saison passée. Mais pour Cherki, vraiment, je suis pas du même avis parce que je pense que Cherki, oui, même s'il fait une bonne deuxième partie de saison et tout ça, mais je crois que Thierry Henry, c'est 2 joueurs qu'il avait au quotidien. Donc, il a pesé le pour le contre, le sélectionneur, il sait pourquoi il les prend pas, en fait. Parce que nous, on peut pas être à sa place, parce qu'il y a des joueurs que tu as au quotidien, peut-être qu'il sait s'ils sont bons ou pas, peut-être qu'il sait pas comment les positionner, tout ça. Peut-être il y a des joueurs aussi qui font pas des efforts comme on le demande et tout ça. Mais aux dernières sorties des équipes espoirs, j'ai vu un Cherki qui a été rayonnant. Donc, peut-être qu'il a ses raisons, il a les raisons véritables pour lesquelles il prend pas. Sachant que c'est une liste qui n'est pas encore fermée. Hein. Oui, bien sûr, même si c'est une liste qui n'est pas encore fermée. Mais déjà, ça montre que c'est pas des joueurs qui sont les premiers choix de Thierry Henry. Parce que même dans la liste provisoire, si c'était des joueurs vraiment qui en feraient des cadres, il les mettrait. Parce que même dans la liste provisoire. Il avait laissé sur le banc déjà. Oui, même dans la liste provisoire. Pas tous ensemble. Dans la liste provisoire, excusez-moi de terminer, dans la liste provisoire, tu ne peux pas te permettre de ne pas appeler tes cadres. Ça, c'est un message déjà qu'il lance à ces deux-là. Pour leur dire vraiment qu'il va falloir rehausser le niveau, qui ne sont pas vraiment des prétendants au fait. Mais c'est pas ces cadres. Rapidement, Abou. C'est pas des cadres. Cherki au dernier rassemblement, il l'appelle pas. Il l'appelle parce qu'il y a une blessure d'un joueur et il le fait venir. Sinon, c'est un joueur sur lequel il compte pas. En fait, tu m'as pas compris. Donc, je dis pas que c'est des cadres. Plus que ça en équipe de France Espoir, en tout cas. Elle a dit ton sentiment. À ce moment-là, en tout cas, à ce moment-là, oui, à ce moment-là, ça n'était pas un cadre entre guillemets, mais aujourd'hui, on parle de Cherki entre guillemets. Là, maintenant, en tout cas, c'est l'un des titulaires pour moi. En tout cas, Cherki, moi, ça m'a beaucoup étonné avec la deuxième partie de saison qu'il a faite, et surtout en sachant que tu l'associes avec Lacazette, ça pourrait le faire. Tu prends Lacazette, comment tu prends pas Cherki? Moi, je comprends pas. Franchement, ce choix-là. Pour l'instant. En fait, c'est même pas pour l'instant, même s'il l'appelle après, je l'aurais pas compris quand même. En premier instant, tu dois l'appeler. Il y a des joueurs qui sont en train de partir de leur club. Je pense qu'il y a pas mal de sujets quand même dans le sujet. Donc on va attendre justement pour voir la liste définitive de cette équipe de France des Jeux Olympiques. Donc on attend ça avec impatience. Ça va arriver dès le 3 juillet prochain, si ma mémoire est bonne. Les amis, à présent, la question, l'actu plutôt au bout du foot. La finale de la Ligue des Champions, les amis. Le Real Madrid, largement dominé par le Borussia Dortmund en première période, a finalement remporté la finale grâce à des buts de Carvajal et Vinicius. Après cette victoire, le club espagnol décroche son 15e titre en Ligue des Champions, le 6e en 10 ans. Pour autant, rien ne fut facile. Au bout du foot se pose la question suivante. Est-ce le Borussia Dortmund qui a perdu la finale ou le Real Madrid qui l'a remporté? El Hadj. Decimo quinta, c'est ça, comme ça on dit. Decimo quinta, merci. Comment on dit la 16e? Je sais pas. Elle arrive l'année prochaine, tu bref. te projettes déjà là-bas. Non, mais elle arrive comme Fiorentino Pérez, je me projette, oui, c'est très bien. Mais oui, non, pour moi, c'est le Real qui ont gagné. Dortmund, ils ont eu des occasions, ok, mais on sait tous que le Real, dès qu'ils se font blesser, entre guillemets, et du coup, c'est dès qu'ils encaissent un but, ils rehaussent le niveau tout de suite derrière. Du coup, je pense que le Real a gagné et que c'est pas Dortmund qui ont perdu, c'était déjà prévisible. Ceux qui disaient que c'était du 50-50 sont un peu, pour moi... Ouais, mais quand on regarde le contenu, El Hadj. Le Real Madrid ne perd pas une finale. Je regarde le contenu en première mi-temps. Oui, non, mais la première mi-temps... Je te parle de ce qui s'est passé samedi. D'accord, oui, mais la première mi-temps. Mais
qu'est-ce qu'on attendait du Real? On attendait du Real qu'ils maîtrisent, qu'ils ont aussi l'expérience et qu'ils apportent cette expérience-là. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Dortmund qui manque d'expérience et qui n'ont pas réussi à concrétiser leur occasion en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, après, c'était plus pareil. En deuxième mi-temps, les forces étaient inversées. D'où la question. Est-ce que finalement c'est le Real? Parce que le Real n'a pas dominé son sujet de bout en bout. Oui, de bout c'est en ça bout. L'objet de ils la ont question. quand même la possession de balle, ils ont plus de tirs, plus de dribbles. Parce que même Courtois lui-même, il le dit, je ne savais pas comment est-ce qu'on ferait pour marquer. Même Courtois l'a dit. Non, mais c'est normal que lui, il va dire ça. Il est au goal. Lui, son travail, c'est d'arrêter les buts. C'est de ne pas marquer, c'est d'arrêter les buts. Mais Toni Kroos, Carvajal et Vinicius, eux, ils savent comment marquer. Ils ont su et ils l'ont montré encore. Pour moi, tout simplement, le Real méritait de gagner. On sent que voilà, et là, c'est un supporter. Non, mais c'est pas question de supporter. On a perdu le consultant. Non, mais attends, mais là, c'est pas question de supporter. Non, mais on a tous regardé le match ici, et quand on a vu le match, il faut être fou pour ne pas dire que Dortmund était supérieur pendant 60 minutes. Non, mais avec les occasions. 45, 45 si tu veux, je te l'accorde. Parce que les autres 45, ils étaient au-dessus le Real. 45 si tu veux. Mais tout ça pour dire qu'avec les occasions ratées de Dortmund, on savait tous l'issue de cette rencontre. En fait, dès que Adeyemi il a mis le poteau, moi je savais que c'était fini. Je savais que c'était fini. En plus, tu vois je sais plus qui, Rossellou. Après, tu vois Modric qui s'échauffe. Enfin, tu sais que c'est terminé. Mais non, mais tu sais que c'est terminé. Mais oui. Alors que bon, moi j'adore Sébastien Haller, hein, bien sûr. Moi, c'est le cœur qui parle, mais il fait pas le poids face à d'autres joueurs quand tu vois qui va rentrer. Donc malheureusement, ou heureusement pour les supporters du Real, mais c'est la 15e, c'était sûr qu'ils allaient gagner. Et ça fait un grand pas, on en parlera peut-être après, mais un grand pas, j'ai mal à mon foot, mais un grand pas pour Vinicius Ballon d'Or. Ouais, mais attention, il y a Kroos aussi. Tu dis que t'as mal à ton foot. Avec l'euro qui arrive, si Kroos arrive à gagner le 7 €, il a des chances aussi d'être Ballon d'Or. C'est possible, chez Kenza. Je suis pas sûr qu'ils vont donner le Ballon d'Or. Est-ce que... Non, c'était pas ça la question. Est-ce que le Borussia Dortmund, c'est le Borussia qui a perdu? Ouais, en tant que consultant, je me dis que oui, le Borussia a perdu parce que le Borussia a fait une première mi-temps hors norme où ils ont été vraiment impressionnants. Et moi, le joueur qui m'a beaucoup plu dans cette première mi-temps, c'est Marcel Sabitzer, qui a mis vraiment en difficulté le milieu de terrain du Real de Madrid. Quand tu regardes, on n'arrivait pas à voir les sorties de balles de Toni Kroos, ce qui est très rarissime au football du Real de Madrid. Toni Kroos, c'est le régulateur, mais il était en difficulté pendant 45 minutes. Quasiment oublié, on n'arrivait pas vraiment à voir ce Real de Madrid. Hormis Vinicius qui a fait quelques figurances sur le côté. Pendant les 45 minutes, il a eu beaucoup de difficultés, Vinicius. Oui, je parle en tant que consultant. Pendant les 45 premières minutes, on a vu un Dortmund qui avait... Donc tu veux dire, il y a des supporters ici. Donc je te laisse parler. Non, on a vu un Dortmund vraiment qui avait la main mise sur le match et un Dortmund qui pouvait vraiment assommer cette équipe du Real de Madrid, mais qui a fait preuve d'amateurisme, qui n'a pas été réaliste. Ben oui, ça se voit, on voit les occasions déjà d'Adeyemi et tout ça, et Fulsberg vraiment qui a créé pas mal de difficultés. Fulkrug plutôt à cette défense-là, que ce soit Rudiger, avec un but hors jeu d'ailleurs. Que ce soit Rudiger et même Nacho qui ont été en difficulté, parce que ce genre de joueur, c'est difficile de défendre face à lui, avec sa taille et tout ça, et ses jeux une passe, mais on a vu un Dortmund qui était une machine, que ce soit en défense, même que ce soit en attaque et tout ça. On a vu un rouleau compresseur qui a déroulé sur le tapis vert. Mais le Real de Madrid, tel que c'est un ogre... non, mais ils ont gagné 3-0, c'est vrai. Excuse-moi, chez Kenza, je te coupe juste 2 secondes. Mais chez Kenza, quand tu dis le Real de Madrid, ça n'est pas le Real de Madrid, c'est le Real Madrid. Faut respecter, s'il te plaît, c'est une institution. Vas-y, continue, je t'en prie. Real Madrid, pas Real de Madrid. Non, mais vas-y. Je respecte le Real que... Real Madrid. Quoi qu'il en fasse, le Real de Madrid ou Real... Non, Real Madrid. Non, Real de Madrid. Non, c'est pas de Real de Madrid. On dit pas de Atlético de Madrid. À Real Madrid, quoi qu'il en fasse, le Real Madrid, c'est un grand club, ils l'ont démontré tout ça par la lucidité et tout ça, par les forces. Ils ont été vraiment hyper réalistes. Mais quand on regarde la physionomie du match, c'est Dortmund qui a perdu. Au football, c'est ma réponse. Darius, ton sentiment? Moi, j'ai un petit problème avec la question. En fait, je trouve que les deux réponses possibles, elles je sais pas comment dire, mais elle sous-estime un peu le match. Je trouve que Dortmund n'a pas perdu, puisque Dortmund a joué. Ils font une bonne première mi-temps, ils ont de quoi être fiers. On sent que même les supporters étaient fiers de leur équipe. Franchement, on ne peut pas dire ici qu'on les attendait en finale. Là, au début, quand on parlait aux phases de groupe et tout, personne ne voyait Dortmund en finale. Ils sont allés en finale, ils font une très bonne première mi-temps. Franchement, il y a de quoi être fier. Non, là, on ne parle pas du parcours, on parle notamment de la première mi-temps. Oui, mais dire qu'ils ont perdu, dire qu'ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes s'ils n'ont pas gagné, c'est dur, parce qu'ils ont quand même fait une première mi-temps. Parce que le Real n'a pas dominé outrageusement. Ils peuvent avoir des regrets, c'est sûr. Ils peuvent avoir des regrets, ok, mais dire qu'ils ont
qui sont venus et qui n'ont que perdu, c'est dur parce qu'ils ont quand même de quoi être fiers. Est-ce qu'un match nul, justement, à l'issue des 90 minutes, t'aurait choqué ? Ça m'aurait pas choqué, mais après, voilà, c'est pas étonnant non plus de voir le Real se réveiller et au final mettre 2 buts avec facilité. C'est quand même le Real. On les attendait vainqueurs à l'issue du match. Voilà, malheureusement pour nous tous, le plus grand club de foot de l'histoire. Et pas pour nous tous, non. Je précise, vas-y. Pas pour nous tous, vas-y, continue. En tout cas, voilà, moi je trouve que dire que Dortmund a perdu, c'est un peu dur pour eux. Ils ont fait leur mi-temps, ils ont de quoi être fiers. Voilà, on les attendait pas là. Et à Sigana Madrid, voilà, personne n'est vraiment étonné du résultat. Ils ont fait le match qu'il fallait, comme ils savent le faire depuis qu'on tape dans un ballon. Donc, à bout. Je crois que Dortmund a perdu. C'est le Real Madrid qui a gagné, tout simplement parce que même sur le but de Carvajal, c'est pas un but anodin. Je vous invite à lire un article de l'équipe qui est sorti ce week-end sur cette préparation sur corner qui est travaillée par le Real Madrid depuis le début de saison. C'est vraiment, et il y a l'équipe qui détaille vraiment action par action, les marquages. Oui, c'est vrai que sachant que c'est un des plus petits, on ferait moins attention à lui, l'idée du travail était axée sur lui. Il y a Füllkrug et Hummels qu'on sait qui sont les meilleurs joueurs de tête du côté de Dortmund qu'on stoppe du côté du Real. En fait, c'est juste le Real qui a gagné. Le Real a fait comme ils savent faire, subir la pression, accepter, dominer. Ils ont douté, et même en retour de la seconde mi-temps, finalement, tu vois que c'est une équipe qui est encore dans le doute, malgré ce que Carlo Ancelotti a pu leur dire dans le vestiaire. Mais au final, c'est comme d'hab, c'est le Real Madrid qui gagne, parce qu'il y a ce supplément d'âme, parce qu'il y a le poids du maillot, parce qu'il y a ces joueurs que tu n'as pas ailleurs qu'au Real Madrid. Donc c'est une victoire du Real Madrid, et c'est triste pour Dortmund. Et le fait de dire que le Real Madrid a gagné ce match, c'est pas déméritant non plus pour le Borussia, qui a effectué un très très beau match et qui peut être fier de la prestation qu'ils ont sortie. Par contre, ce qui est bien pour le Borussia Dortmund, c'est que Marco Reus ne jouera plus de match avec Dortmund, parce que dès qu'il est rentré 2-0 direct. Ce gars porte la poste depuis qu'il est là-bas. Les 2 buts, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Et pourtant, c'est une légende sur place. On était rentré dans le money time du Real. Après, une finale aussi, ça se gagne en fait. Une finale, ça se gagne. Le sentiment de Lucas, justement, par rapport à cette question, c'est Dortmund qui a perdu ou c'est plutôt le Real qui a tout simplement gagné ? C'est totalement le Real qui a gagné. Cette finale, elle me rappelle beaucoup celle d'il y a 2 ans contre Liverpool, où Liverpool domine, on a l'impression qu'ils vont faire quelque chose, et en fait le Real implacable finit par renverser la situation. Moi je pense que Dortmund a perdu le match en première mi-temps en ne marquant pas, parce que là on vient de dire que quand Marco Reus rentre, Dortmund prend 2 buts, mais le nombre d'occasions que Adeyemi a raté, pour moi en fait Marco Reus, il fallait qu'il commence le match, il fallait pas mettre Adeyemi, c'est pas possible. Non, Adeyemi il a quand même fait un gros match. Mais non, il a tout raté devant, il a eu raté, mais il apporte tellement de danger. Reus, il a une meilleure conduite de balle, il sait faire tout ce qu'il sait faire, mais il est plus intelligent. Il a pas la rapidité, il a pas la rapidité, il a plus le coffre, d'accord, mais tactiquement, comment il était Adeyemi, je pense que Reus aurait pu mieux faire, mais après ça c'est ça je suis pas d'accord. Quand tu prends le raté d'Adeyemi les ratés, les ratés, mais moi je parle du premier, son face à face face à Courtois là. Là c'est typiquement le poids du maillot, ce qu'on dit, hein. Il voit de Courtois devant lui, il est immense, il tombe. Possible, mais Reus il se crée pas cette occasion, il a plus la rapidité. Parce que vu comment Rudiger et Nacho sont pris sur l'action, je pense que n'importe qui. C'est Carvajal, il le fume Carvajal dans la course. Mais c'est pas grave. Moi ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait là où on voit la grosse différence, c'est que du coup Dortmund a eu des grosses occasions qu'il a ratées. Et en fait, le Real, sur leur première demi-occasion, ils arrivent parce que même le corner, c'est Dortmund qui partait pour contrer. Et en fait, il y a une frappe qui est à 5 mètres des buts, qui partait très très mal, et Madsen la touche quand même, donc ça fait un corner qui n'a même pas lieu d'être, et après ça fait but. Le deuxième but, pareil, c'est... C'est pas le corner où Vinicius, là, il fait un petit pont de ouf, là, et après il veut centrer. Exactement, mais après le corner, le premier corner, il donne rien, il y a un contre pour Dortmund, et après c'est récupéré, il y a une frappe de je ne sais pas qui, mais qui n'est pas cadrée, c'est évident, qu'elle est passée à 3 mètres des buts, mais Madsen la touche quand même, la dévie un petit peu, donc corner, et après but. C'est la pression. C'est la pression, et un corner, après pas forcément la pression, mais c'est les détails du très très haut niveau, c'est les détails d'une finale, et c'est le Real est toujours meilleur là-dessus. Et pareil, le deuxième but, c'est voilà, il y a une relance ratée dans le match, dans l'axe, et ben voilà, c'est récupéré, boum, Bellingham qui décale parfaitement pour Vinicius, qui ne rate pas. Pour moi, c'est implacable le Real en fait, et c'est pas du tout étonnant. Et pour moi, c'est totalement une victoire du Real comme à l'habitude en fait. Justement, les amis, 15e titre, un peu le 6e en 10 ans. C'est quoi la recette de cette équipe du Real Madrid finalement ? La planification. Ouais, il y en a qui disent que c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Chez eux, ça n'existe pas, ça.
Oui. Voilà, ce sont les meilleurs. C'est quoi, l'optimisme pour toi? Non, c'est tout simplement, ils sont sûrs de leur force. À chaque fois, ils ne doutent jamais. Même dans le money time, ils peuvent perdre, ils ne doutent jamais. Donc ils sont c'est optimistes. ça en fait, c'est la mentalité. C'est la mentalité. En fait, quand t'as Et toi, Alex, en fait, c'est quand un exploit se répète, et du coup, ça devient même plus un exploit, du coup. Quand ça se répète autant de fois, c'est pour ça que je dis que c'est le Real Madrid qui a gagné et non Dortmund qui a perdu, parce que c'est tout le temps comme ça, ils se font dominer les 45 premières minutes, voire 60, et à la fin, ils finissent toujours par gagner. Donc, au bout d'un moment, on est forcé de s'incliner et de constater que le Real Madrid est juste trop fort, que c'est sa compétition, qu'il y a le poids du maillot, mais il y a surtout aussi la qualité des joueurs sur le terrain. Et même la qualité aussi d'un coach qui est extraordinaire, qui sait très bien manager ses troupes. Donc au bout d'un moment, c'est l'exploit, plus il se répète, moins ça devient un exploit tout simplement. Donc voilà, le Real Madrid a gagné et a mérité son sacre tout simplement. Elle a déjà parlé du mental, toi tu parles d'assurance d'une certaine façon. Et toi, Chakenza? Oui, moi je crois que oui, il y a l'assurance, il y a le mental et aussi il y a un travail aussi qui est fait. C'est-à-dire que après vraiment après chaque victoire, on prépare la prochaine. Comme le président l'a annoncé, si c'était un autre club, ils allaient le fêter, mais il a dit non, là, il faut aller gagner la 16e. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que quoi? C'est un club déjà qui est préparé. C'est un club qui est avant-gardiste déjà, avant tout, qui se prépare pour les prochaines échéances. C'est un club qui a une cellule de recrutement hors norme. C'est un travail d'organisation. Comme on dit, c'est une institution. Donc, c'est différent des autres clubs où les choses se font de façon anarchique. Là-bas, il y a une programmation qui est faite. On ne fait pas des recrutements comme on a envie et tout ça. C'est-à-dire que l'organisation du club leur permet de toujours être en bonne posture pour prétendre à des titres. Donc moi, je tire vraiment le chapeau. À défaut de gagner la Ligue des Champions, c'est au moins la Liga. La Liga ou au moins la Coupe, ça montre que vraiment, il y a un travail qui a battu. Il n'y a pas que vraiment, peut-être que Laura, oui, sportivement, oui, mais au-delà de ça, on sent que vraiment... Mais Laura vient avec les résultats oui, aussi. Oui, bien sûr, mais Laura, ils l'ont construit avec le passé glorieux. Quand Darius. Même, Laura du Real, ils ne l'ont pas eu Darius, comme ça. Ton sentiment pour la question... par rapport à la recette, justement, de cette équipe du Real, on est tous admiratifs. Il y a forcément quelque chose qui donne tous ces résultats. C'est quoi la recette selon toi? En fait, je pense que c'est juste la culture du club. Ils ont créé quelque chose mythe. C'est pas forcément un mythe, c'est juste au sein du club. Ça fait quoi, 60 ans maintenant qu'ils gagnent pratiquement tout le temps. Enfin, ils savent faire, ils ont toujours su le faire. Et voilà, ils gardent ce secret au sein du club et ils le partagent pas parce que c'est les seuls à le faire comme ils le font. Et juste, voilà, ça commence même jeune. Ils ont une académie, ils ont des bons joueurs qui sortent du lot. Et ça se continue avec chaque joueur qui y passe. Le poids du maillot et juste le Real, la culture du Real, c'est la gagne. Et je sais pas si ça changera. Lucas, tu serais joueur de football et à un niveau pour rentrer dans l'effectif du Real, tu serais parti au Real? Jamais de la vie. Il serait parti parce Jamais qu'aujourd'hui, il sait qu'il de la a vie. pas. Pourquoi? Bien sûr que j'ai pas Même Alex, il serait y aller. Pourquoi? Jamais. Parce qu'après, moi, c'est le caractère de chacun. Moi, j'aime pas les clubs hégémoniques comme le Real, mais je comprends qu'on aime ça. Moi, c'est pas mon. Toi, t'aimes pas les Merci, winners, Lucas, merci. J'aime pas le Bayern, j'aime j'aime pas la Juve. C'est quoi? Merci, tu Lucas. Moi, j'aime le sport. Moi, j'aime le sport. football. J'aime l'incertitude. Il n'y a pas d'incertitude avec le Real, ils gagnent tout le temps. Donc, j'aime pas le Real. Mais pour revenir à la recette pour moi du succès du Real, c'est un peu ce que disait Chakenza. Moi, ce que je mettrais avant tout en avant, c'est la planification sportive et le renouvellement de l'effectif. On se rappelle en 2014 quand ils gagnent la première et après les 2016, 2017, 2018, il y a des points forts, il y a la BBC devant. Et il y a le milieu Casemiro, Kroos, Modric. Eh ben, ils sont plus là. Sauf qu'ils ont régénéré l'effectif. Modric est là. Oui, mais pas autant titulaire, etc. Kroos aussi. Mais Valverde a pris de l'importance. Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, etc. Et en fait, ils n'ont pas recruté selon la hype. Ils n'ont pas recruté des joueurs qui font parler, etc. Comme beaucoup de clubs peuvent le faire. Ils ont recruté patiemment en fonction de leurs besoins. Et des joueurs comme Valverde, par exemple, pour moi, c'est l'exemple typique. Il arrive d'Amérique du Sud, d'Uruguay, personne ne le connaît. Et ça devient en quelques saisons un des meilleurs milieux de terrain au monde. Et c'est pour moi en ça qu'ils sont vraiment en avance sur les autres. Ils n'ont jamais cherché à faire bling-bling. Ils ont attendu. Mbappé, il vient pas, c'est pas grave. Il viendra dans 2 ans. Nous, on va continuer à gagner. Et il arrive dans un vestiaire qui a gagné la Ligue des Champions. Il va devoir se mettre au niveau. C'est en ça, en fait, il y a le culte de l'excellence. Au Real, ils savent qu'ils sont le meilleur club du monde. Jamais un joueur ne voudra quitter le Real. Il faudra le mettre dehors. Il voudrait rester jusqu'au bout de son contrat. Alors que dans beaucoup de clubs, un joueur, il joue pas 6 mois, il va vouloir partir. Ils savent qu'ils sont le meilleur club du monde, ils en tirent le bénéfice maximum et ils renouvellent leur effectif à la perfection. Et pour moi, c'est la grande raison de leur succès depuis 10 ans. Ils courent un peu après. Et toi, Abou? Quand Lucas il dit que c'est un club qui ne va pas à la recherche de grands joueurs, de stars, etc. Mais en fait, elle est là la réponse du succès du Real, c'est Florentino Pérez. Il l'a compris. En 2001-2002, le Real remporte la Ligue des Champions.
Et derrière, 2003-2007, il est sur des recrutements incohérents. Il prend que des stars, que des têtes d'affiche. Il est là juste pour faire rentrer des recettes pub. Après ça, il est plus président du Real. Il revient, il a compris. Et c'est ça la vraie force du Real Madrid, c'est qu'ils ont un président qui a compris. J'ai pris les plus ils ont grands, un coach qui apprend aussi de ses erreurs. Et qu'on avait mis à la porte, Ancelotti. Et qui aujourd'hui, Florentino Pérez, en conférence de presse, il le dit, Carlo Ancelotti est le meilleur coach du monde, il appartient à l'histoire du Real Madrid et t'as Carlo qui pleure. Parce qu'il sait aussi comment il a été mis à la porte avant que Zidane ne prenne sa succession. Donc c'est ça la recette du Real. C'est un club qui apprend de ses erreurs. C'est un club qui a compris ce qu'il fallait faire et pas faire et qui je pense, va encore marcher sur l'Europe. Je fais une parenthèse par rapport à ce que tu dis. C'est vrai que Carlo, il est mis dehors. Oui. Mais quand Zidane arrive, il enchaîne 3 Ligues des Champions. Mais quand ça veut dire que c'est Benitez. Même dans les choix de Carlo, c'est Benitez qui vient, c'est pas Zidane. Quand Carlo part, c'est Benitez. Ouais, mais Benitez dans les choix, quelques mois après. Même quelques mois, c'est-à-dire le choix n'est pas porté sur Zidane d'abord. Parce qu'à chaque c'est vrai de le préciser, c'est vrai. Benitez arrive et il est viré. Voilà, le choix n'est pas porté sur lui. Il se prend 4-0 à domicile par le Barça. Ouais, mais Benitez, il est viré parce qu'il commence à venir dire à Cristiano, je vais t'apprendre à tirer des coups francs. Ouais, tout ça. Il veut changer la donne du football. À un moment donné, il faut arrêter. Les amis, on va progresser. Il est 21h25 sur Mon Paris FM. Vous êtes dans l'émission Au bout du foot. À présent, on va basculer avec notre équipe de France.